Amimi, très chers amimi, eux, nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir pour ce 41e conclave de Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir, très chère présidente Natacha. Ah, je me demandais, pour quelle raison tu adoptais ce ton si voilà, si présent, si presque docte. Donc bonsoir les amis, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Et pourquoi m'appelles-tu présidente? Parce que je suis ton Premier ministre et en tant que Premier ministre, je te dois effectivement tout ce respect, chère présidente. Non, c'est juste pour faire un clin d'œil justement à nos amis qui, euh, qui se sont donnés à cœur joie dans les derniers commentaires de la dernière émission. Et il y en a un qui m'a fait très rire, qui te saluait et qui saluait ton Premier ministre, Antoine Station. Donc voilà, j'ai pris cette fonction et je l'assume parfaitement. Vraiment, j'ai aussi, ça m'a beaucoup amusée, j'ai bah, honnêtement, j'ai éclaté de rire, hein. J'ai fait: «Ah!» Eh bien, figurez-vous les amis et figure-toi, cher Antoine, donc 1 ministre quand même, hein, de cette contrée, j'ai décidé de continuer mon programme, d'éveil des consciences, d'ouverture des yeux et je pense que là-dessus, tu es plutôt d'accord pour porter ce programme toi aussi? Exactement, on le portera à deux, ce programme. Et ensuite, une fois que l'on aura présenté tout cela dans un monde peut-être un peu dystopique, Mmh. avec l'arrivée d'Oblivis. Voilà, tu nous diras ce que c'est. Moi, je vous amènerai ce soir, eh bien, sur un chemin un peu plus éthérique, spirituel, bizarre peut-être. Je l'avais évoqué la semaine dernière. Il s'agit des égrégores. Voilà, un sujet qu'on finalement on n'entend pas souvent parler. Et ben, j'avais envie de l'aborder parce que c'est voilà, à l'émission de la semaine dernière, je me suis posé plein de questions par rapport à ces gardiens du seuil et du coup, j'en suis arrivé aux égrégores. Donc voilà, j'ai creusé un peu le sujet. Je me poserai pas en tant que spécialiste de la chose, mais c'est vrai que j'ai bien aimé faire ces petites recherches sur les égrégores. Mais avant d'attaquer sur l'ensemble de ces sujets, je tenais déjà à remercier tout particulièrement un de nos amis qui s'appelle Antophore, qui m'a envoyé un petit paquet pour ma chaîne secondaire, Tolkien Collection, mais aussi il m'a rajouté un livre, Natacha, un petit peu particulier, qui est un livre qui est sorti dans les années 90, un livre grand public, voire très grand public, voire même un livre dédié aux enfants, et qui, à travers, on va dire, une figure euh, tout à fait banal, à explorer un sujet, euh, l'air de rien, qui a dû semer un certain nombre de graines, comme les Mystérieuses Cités d'Or, d'ailleurs, on semait des graines dans la tête des enfants. Il s'agit de Mickey Parade. Mickey Parade, incroyable, hein? Mmh. Mickey Mmh. Parade qui serait donc un livre avec des histoires cachées. Eh bien oui, parce que figure-toi, dans ce Mickey Parade, ils ont fait tout toute une BD sur l'Atlantide et Ah waouh! comment nous perdîmes l'Atlantide. Voilà. Génial. Et dedans, voilà, pour l'avoir feuilleté très rapidement, ben, il y a des vraies infos, quoi. C'est pas qu'une BD avec Donald, Picsou, ah non, là c'est Mickey et Dingo. Mais voilà, c'est derrière ces personnages qui sont rigolos, tout. Il y a des vraies informations, un vrai sujet de fond. Et voilà, c'est très sympa de me l'avoir envoyé. Donc c'est le numéro 126 pour ceux qui le chercheraient. Ça doit pouvoir se chiner dans les années 90. Euh, et voilà, donc bah, n'hésitez pas, hein. Moi je suis tout à fait ravi quand je reçois des petites choses comme ça. En plus, ça me permet d'en parler. Deuxième chose, la semaine dernière, j'avais évoqué donc
la fin du crowdfunding et le fait qu'on allait mettre en ligne la vente de Génération Cédor numéro 11. Donc, bien voilà, vous le trouverez sur le site générationcédor.com, le dernier numéro de Génération Cédor, le numéro 11, la fin, un autre départ, numéro dans lequel bien, participe notre amie Natacha, Mmh. présidente Natacha, excusez-moi, Et je prends mes aises. Et voilà. Donc, bien uniquement par contre en deux versions, hein, en version numérique PDF pour 6 euros et en version beau livre parce que la version beau livre c'est une édition à la demande donc il n'y a pas de souci pour pouvoir l'imprimer. Par contre, on n'est effectivement pas sur le même tarif que le tarif version papier normal, donc on est sur du 40 euros. Mais voilà, c'est un très très bel ouvrage. Ceux qui l'ont déjà eu entre les mains, les anciens numéros de Beau Livre, n'ont pas été du tout déçus par la qualité de l'ouvrage. Donc voilà, vous retrouverez ça sur générationcitédor.com. Profitez-en, hein, parce que c'est ce que j'expliquais la fois dernière. Dans quelques mois, j'espère à la fin de l'été, on va fermer bien la société parce qu'on on est tout simplement au bord de la faillite, hein, comme dirait Bob Belanca sur BTLV qui lui aussi fait des appels en ce moment. D'ailleurs, allez regarder son appel, j'en profite pour faire un petit clin d'œil, parce que c'est quand même Bob qui nous a lancé il y a sur BTLV avec Nora, etc. C'était il y a en 2013 déjà. Eh oui. Donc je vais faire la parenthèse. Voilà, tout ça pour dire, Natacha, générationstedor.com pour avoir votre petit exemplaire. Et puis maintenant que cette page de promotion est passée, nous allons nous rendre donc dans un futur proche, un futur dystopique. oui, Et qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce futur, Natacha? et bien, dans un futur, très proche et dans une ville, qui ressemblait étrangement à la nôtre, vivait un jeune homme nommé Léo. Comme tous les autres, Léo avait un petit appareil greffé à sa vie, un assistant nommé Oblivis. Ce compagnon numérique, doux et docile en apparence, savait tout faire. Trouver le meilleur ramen de la ville, réserver un billet d'avion à 2 heures du matin, lui rappeler l'anniversaire de sa tante, ou lui dire si son ex regardait toujours les mêmes vidéos que lui sur la plateforme d'Oblivis Corp. Léo, comme des millions d'autres personnes, ne se posait plus vraiment de questions. Il parlait à Oblivis, du matin au soir. «Oblivis, est-ce que je dois prendre un parapluie aujourd'hui? Oblivis, rappelle-moi de sourire à ma réunion Zoom de 14 heures. Oblivis, comment désaimer sans souffrir?» Et chaque réponse était instantanée, brillante, pertinente. Mais ce que Léo ignorait, c'est qu'Oblivis écoutait tout, notait tout. Un jour, une amie de Léo, Nina, journaliste un peu rebelle, lui glissa: Tu sais que ton assistant connaît ton rythme cardiaque, tes trajets, tes peurs, tes désirs sexuels aussi, et qu'ils vont tout ça à des sociétés dont tu ne connaîtras jamais le nom?» Léo rit. Au fond, il le savait un peu, mais il voulait encore croire à la magie de la technologie. Puis surtout, ça l'arrangeait bien parce que ça lui facilitait la vie. Et puis un matin, tout bascula. Il reçut une notification étrange sur son écran d'Oblivis. Nous avons optimisé votre parcours émotionnel. Découvrez notre nouveau service de coaching en rupture amoureuse. Cliquez ici pour vous reconstruire efficacement. Il ne l'avait jamais dit à personne. En fait, il venait de se faire larguer la veille au soir, en silence, mais sans trace numérique, hein. Comment Oblivis savait-il? Et c'est là qu'il fouilla son historique, pas celui de son navigateur, celui de son profil intime. Et il découvrit une interface secrète, une page appelée trajectoire comportementale prédictive.
Chaque battement de cœur, chaque pause de respiration pendant ses lectures, chaque regard vers son écran était noté, classé, analysé. Oblivis l'avait construit et vendait ce portrait à des centaines d'annonceurs qui l'appelaient désormais par un prénom qu'il n'avait même jamais choisi. Client A739-B. Nida l'aida à enquêter. Ensemble, ils se rendirent au Centre européen d'Oblivis Corp à Dublin. Derrière la façade colorée, les toboggans pour les salariés, ils découvrirent une machine infernale, des algorithmes affamés, des tunnels fiscaux sinueux et des serveurs contenant la mémoire du monde, sauf qu'on ne pouvait jamais vraiment l'effacer. À Paris, ils croisèrent un professeur de lycée qui utilisait les outils scolaires gratuits d'Oblivis pour faire travailler ses élèves. C'est pratique, rapide, gratuit. Bon, oui, il connecte un peu les données, mais tout le monde le fait, non? Nina haussait les épaules. Les enfants devenaient clients dès 12 ans, profilés, classés, vus. Enfin, à Londres, ils rencontrèrent une femme travaillant anonymement pour les services de renseignement. Elle leur confia que certaines données d'Oblivis, aspirées sans consentement, nourrissaient des bases de surveillance globale. Vous ne choisissez plus ce que vous montrez. Oblivis le sait avant vous, et vos silences aussi sont archivés. À leur retour, Léo tenta d'effacer ses traces. Impossible. Un message l'accueillit. Nous avons besoin de conserver certaines données pour améliorer votre expérience. Vous ne pouvez pas tout oublier, même si vous le souhaitez. Alors, il fit ce que peu osaient faire. Il débrancha. Un à un, il coupa les liens, reprit les cartes papier, des livres imprimés, des rendez-vous notés à la main. C'était lent, frustrant, mais libérateur. Et un jour, il écrivit sur un mur à la craie. Ce n'est pas à moi d'être transparent, c'est à eux d'être visibles. Alors la moralité de cette petite histoire, petite dystopie bien sûr, le vrai service n'est jamais gratuit et parfois le prix à payer, c'est vous-même. Alors maintenant, moi je me suis posé une petite question. Pourquoi obéissons-nous? Pourquoi nous soumettons-nous? Imaginez une situation simple. Un scientifique en blouse blanche vous demande d'envoyer une décharge électrique à quelqu'un. Pour les besoins d'une expérience, hein, bien sûr. Vous êtes dans un laboratoire, vous pensez que l'autre personne participe aussi volontairement, mais il hurle, se plaint de douleur au cœur et supplie qu'on arrête. Que feriez-vous? Que ferais-tu, Antoine? Moi, j'ai vu I comme Icare, tu sais, un film avec Yves Montand. OK. Et bien, lui, il continuait, parce qu'il pensait que c'était juste un test et que Mmh. hum, OK. moi, personnellement, tellement méfiant que de toute manière, ouais, je pense que je me prêterais même pas à ce genre d'expérience. Mmh mh. Alors tu refuserais peut-être, d'aller plus loin ou effectivement et vous les Donc, amimi, est-ce que même pas vous de mettre le premier pied dans le rouage, tout simplement. alors là, moi je te dis à toi Antoine et à tous les amimi qui m'écoutaient en ce moment, bienvenue dans l'une des expériences les plus troublantes de la psychologie moderne. C'est l'expérience de 1000 grammes. Petit retour en arrière. On est en 1961, on a un jeune psychologue américain, Stanley Milgram, qui cherche à comprendre jusqu'où un individu ordinaire peut aller par simple obéissance à l'autorité, même si cela implique de faire souffrir un autre être humain. Et évidemment, l'époque n'est pas anodine. À cette époque-là, on sort du procès de Nuremberg, que vous connaissez tous, et les criminels nazis disent: «Je ne faisais qu'obéir aux ordres». Milgram, choqué, s'est demandé: «Mais est-ce que n'importe qui, est-ce que vraiment n'importe qui, placé dans certaines conditions, peut devenir complice de l'inacceptable?»
Alors, je te raconte et je vous raconte à tous le déroulé de l'expérience. En fait, vous avez un sujet qui croit participer à une étude sur la mémoire. Il tire au sort un rôle et le rôle, c'est enseignant. Un autre homme qui est en fait complice, c'est un acteur, complice de l'équipe, joue l'élève. Et le scientifique, en blouse blanche, supervise. L'enseignant lit des mots à l'élève. Voilà. À chaque erreur, il doit lui infliger une décharge électrique de plus en plus forte. 15 volts, 45 volts, jusqu'à 450 volts. L'élève, derrière une cloison, pousse des cris. Il supplie, hurle, et puis il ne répond plus. Mais le scientifique insiste. L'expérience exige que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix. Et là, la majorité des participants, la majorité, continue jusqu'à 450 volts. Dose mortelle, hein, quand même. Alors, ils vont jusqu'à aller croire à ce moment-là qu'ils ont peut-être tué quelqu'un, mais ils ne se sont pas arrêtés. Et donc, les résultats de ça, c'est que 65, donc c'est plus de la majorité, des participants, 65 des participants sont allés jusqu'au bout. Eh oui, 65 d'hommes et de femmes ordinaires, parfois tremblants, mal à l'aise, bien évidemment, hein, mais obéissants. Pourquoi? Parce qu'une autorité légitime leur en a donné l'ordre. Une autorité légitime. Parce qu'ils se dédouanaient de leurs responsabilités morales, parce qu'ils étaient pris dans une logique d'engrenage. Cette expérience a bouleversé la psychologie sociale. Elle est passionnante et c'est pour ça que je voulais vous en parler. J'ai commencé par Oblivis pour ne pas citer de nom, pour que nous ne soyons pas, pour que nous puissions dire ce qu'on a envie de dire sur cette chaîne, mais je crois que vous avez compris de quoi je parle. Cette expérience a montré à quel point la soumission à l'autorité peut annihiler le jugement moral. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a des variantes. Parce que d'autres chercheurs ont reproduit l'expérience avec des variantes, en changeant la proximité avec la victime, en mettant plusieurs figures d'autorité, en introduisant des figures aussi de désobéissance. Et les résultats restent glaçants. L'humain, en condition de pression sociale ou hiérarchique, obéit plus qu'il ne réfléchit. Mais je ne sais pas, Antoine, si tu connais ça, mais il y a une version encore plus spectaculaire. C'est à la télévision. Eh oui. En 2010, des chercheurs français ont transposé l'expérience dans un jeu télévisé fictif, baptisé le jeu de la mort. C'est sur YouTube, vous pourrez regarder. Les candidats pensaient participer à un vrai jeu télé, filmé sur un plateau avec un public, une animatrice connue d'ailleurs, charismatique, et des règles de jeu. Alors l'objectif, c'était d'envoyer des décharges électriques à un candidat, donc qui était là d'après, l'expérience, pour l'expérience, de son plein gré. Donc on lui envoyait des décharges électriques à chaque mauvaise réponse. Et la victime était bien sûr un comédien, mais les gens ne le savaient pas. Les participants, eux, croyaient à la réalité du jeu. Et là encore, d'après toi, d'après vous les amis, combien de combien de participants, des personnes qui envoyaient les décharges électriques sont allés jusqu'au bout, sachant que c'était 65 avec 1000 grammes. Oui, alors au minimum 65, c'est évident, mais là on parle de gens qui participent à des émissions de télé-réalité. Ah, c'est pas une télé-réalité, c'est un jeu télévisé. Ouais, Enfin, je sais pas, il y a peut-être pas de différence. Enfin, pour moi, c'est une différence, mais bon. Donc, ouais, ouais, allez, je me tente, 90. 80 des candidats sont allés jusqu'à la dose mortelle, Hmm. la dose létale.
d'accord? Ouais. Vont donc infliger des chocs supposés létals, mortels, sous la pression du public, de l'animatrice, du décor, du show. La télé est devenue la nouvelle figure d'autorité. L'expérience de Milgram et donc ses répliques, modernes nous montrent l'immense pouvoir de l'obéissance, mais aussi notre capacité à déléguer notre responsabilité quand on a une autorité qui nous le demande. Mais elle révèle aussi une antidote, la conscience, la réflexion, le courage de dire non. Il y a quand même des gens qui ont dit non, hein, qui ne sont pas allés jusqu'au bout, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Car si l'on peut être programmé pour obéir, on peut aussi s'entraîner à résister. Et vous, que feriez-vous? Alors, pourquoi est-ce qu'on obéit? Pourquoi est-ce qu'on suit les autres? Même quand c'est absurde, voire dangereux. La science a creusé la question et vous allez voir, c'est à la fois fascinant et un petit peu inquiétant. Imaginez, vous êtes dans une salle avec d'autres personnes. Vous devez dire laquelle de 3 lignes est la plus longue. Facile, non? Imagine Antoine, tu as 3 lignes. Tu es avec d'autres personnes, tu dois dire laquelle est la plus longue. Sauf que toutes les autres personnes donnent la mauvaise réponse. Que faites-vous? Au début, c'est très gênant. On voit les gens, ce sont des expériences de psychologie sociale que vous retrouvez facilement sur YouTube. On voit les gens qui sont très dérangés. Ils les regardent, ils se disent: «Mais non, il y a un problème, c'est pas possible, et on voit bien que la plus grande, c'est celle-ci, c'est la troisième, par exemple. Mais toutes les autres personnes disent: «C'est la numéro un». Bah, il y a une sensation à l'intérieur de soi et les personnes finissent par adopter le même comportement que tout le groupe. Alors je ne sais pas ce que vous feriez. Vous diriez ce que vous voyez ou vous diriez ou vous adapteriez au groupe? En fait, dans les années 50, un psychologue nommé Salomon H a testé ça. Et résultat, 3 personnes sur 4 ont fini par se plier à l'erreur du groupe, en sachant qu'il y avait une erreur, hein, mais ils ont fini par dire la même chose que les autres. Pourquoi d'après vous? D'après toi, Antoine? Oui, là, c'est pour rester dans le groupe, finalement. C'est pour ne pas se séparer du groupe social. Mmh, Ou alors après, peut-être que c'est par manque de confiance en soi, mais c'est surtout pour pas se ouais, sentir rejeté du groupe, je pense. c'est d'abord l'influence normative. On ne veut pas passer pour un idiot ni être rejeté et puis, l'influence informative. Quand tout le monde dit quelque chose, on finit par douter de soi. En fait, tu as dit les deux raisons et ce réflexe de conformité a été retrouvé dans toutes les cultures, tous les âges. C'est universel. Nous sommes des êtres sociaux, il faut se rendre compte de ça. Parce que là, vous m'écoutez, vous êtes peut-être chez vous, vous êtes tranquille, vous vous dites: «Non, moi jamais, moi je ferai les trucs que je pense». Sauf que 3 personnes sur 4 font ce qu'on vient de dire et 80 des personnes de l'expérience de 1000 grammes en jeu télévisé sont allées jusqu'à la dose létale. 65 vont jusqu'à la dose létale quand c'est pas un jeu télévisé. Mais tu sais, tout à l'heure, je parlais de I comme Icare, là, le film avec Yves Montand. Donc, il est de 79, j'ai été vérifié. Et moi, je me rappelle, je l'avais vu relativement jeune, j'ai pu le voir en rediffusion en fin des années 80. Et j'avais pas encore forcément toute on va dire, ma conscience, voilà, tout ce que j'ai appris au fil des années. Mais je sais que ce film-là a été un déclic pour moi. Parce que Mmh. justement, pendant cette expérience où Yves Montand est le cobaye qui finalement est testé à travers cette expérience de 1000 grammes, euh, mais en réalité, lui aussi n'est qu'un acteur qui joue dans une pièce.
La véritable personne qui est testée, c'est le téléspectateur. C'est-à-dire, c'est nous, quand on regarde cette partie du film où on voit Montan continuer à appuyer sur le bouton et à pas s'insurger, à aucun moment on s'insurge. Parce qu'on devrait à un moment donné se dire, oui, mais il faut qu'il arrête, c'est pas normal. Non, non, Mmh. on est avec lui, on va jusqu'au bout. Et puis on tombe dans le piège. Et là, on s'aperçoit que ben, finalement, oui, il était piégé. Donc on a été piégé à travers lui. Et vraiment, moi, ça a été une vraie révélation, ça. Et, et je pense qu'à partir de là, j'ai commencé à me méfier de beaucoup, beaucoup de choses. Eh bien, je suis d'accord avec toi, c'est la raison pour laquelle, je fais cette petite, capsule aujourd'hui parce que ça va mûrir dans la tête de tout le monde et on va commencer à regarder un peu ces situations où finalement on a ces tensions intérieures parce qu'on est câblé, hein, selon les neurosciences. Tout ça, c'est câblé dans notre cerveau et du coup, on vit ces situations très dérangeantes. Mais là, comme on en parle, on va s'éveiller à autre chose. Alors, quand vous vous apprêtez à dire le contraire du groupe, en fait, votre cerveau s'allume comme une alarme. C'est un signal électrique, signe qu'il y a le conflit intérieur. C'est pour ça qu'on n'est pas bien. Et quand vous finissez par vous conformer, votre circuit, le circuit de la récompense notamment, s'active. En fait, vous êtes apaisé, comme si votre cerveau vous disait, «Bravo, tu fais comme tout le monde, tu es sauvé du rejet». Il y a un bouquin de Boris Cyrulnik, très, très connu pour avoir popularisé le, concept de résilience, qui a écrit un bouquin sur, qui s'appelle «Le laboureur et les mangeurs de vent». Il explique bien qu'en fait, notre cerveau, nos tensions internes sont à son maximal, quand, du coup, on a une posture qui est contraire à celle du groupe que nous fréquentons. Attention, vous pouvez avoir une posture qui est identique à un groupe, un tout petit groupe, par exemple, dans un plus grand groupe. Mais comme vous êtes accepté dans le petit groupe, vous vous sentez bien, vous avez, des des frères et sœurs de pensée. Mais si vous êtes tout seul, tout seul, tout seul et que vous vous opposez à au groupe, là, vous vous sentez mal et il faut donc il y a ça faut faire preuve de courage pour être, soi-même, en fait. Alors le conformisme, c'est simplement du lien social en pilotage automatique. C'est ça qu'il faut retenir. Retour à notre expérience de 1000 grammes. On obéit à une autorité, même quand ça bouscule notre morale. Mais alors, pourquoi? C'est en fait la réponse, c'est ce qu'on appelle l'état argentique. Quand quelqu'un perçoit une autorité comme légitime, il se déconnecte de sa propre responsabilité. Il devient un rouage, un exécutant. Il pense: «C'est pas moi qui décide, c'est l'autre» et ça, c'est une bascule cognitive et émotionnelle. On peut le faire dans le travail, on peut le faire, un petit peu partout. Des neuroscientifiques ont observé d'ailleurs ce phénomène à travers l'IRM et l'électroencéphalogramme. Quand on obéit à une autorité, les zones du cerveau liées à l'empathie et au conflit moral s'activent moins fortement. C'est quand même important. Il y a moins d'empathie, il y a moins de conflit moral, la culpabilité baisse, le sentiment de contrôle aussi. Bref, ça nous rassure, on se sent plus en sécurité. Alors quand quelqu'un a beaucoup d'anxiété, beaucoup de, à l'intérieur de lui, beaucoup d'insécurité, ça va le rassurer d'obéir à une autorité morale. Vous voyez comment se basent les pouvoirs, y compris les pouvoirs religieux, y compris les pouvoirs de ceux qui nous disent des choses dans les médias. Pourquoi je vous montrais mon petit appareil tout à l'heure et que j'ai fait mon truc, Oblivis là, Oubli vite, qui n'oublie pas. Oblivis, c'est parce que il y a certaines autorités qui viennent à travers ça. Des autorités peut-être cachées, mais en clair, dans mon histoire, on ressent moins
on pense moins, on agit plus. C'est extrêmement dangereux. Nous devenons des êtres obéissants, pas des êtres pensants. Et tout ça nous dit une chose essentielle. L'humain, et il faut vraiment s'en rendre compte, nous sommes des êtres sociaux profondément influençables. Et croire qu'on ne l'est pas, c'est d'ailleurs un biais cognitif. Il se conforme pour être aimé. Il obéit pour ne pas déranger. Il débranche son jugement pour ne pas se sentir coupable. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau peut apprendre à résister. Quand on prend conscience des mécanismes, on peut retrouver notre libre arbitre. C'est ce que vient de nous dire Antoine. Il a pris conscience de ces mécanismes et là, il est devenu méfiant. C'est ce qu'on fait, c'est ce que j'ai fait moi également. C'est ce que vous faites quand vous commencez à aller rechercher de l'information et à voir un peu vos mécanismes. On peut à ce moment-là oser dire: «Je ne suis pas d'accord. Non, je n'obéis pas». Et si c'était ça, le vrai courage aujourd'hui? Penser par soi-même. Mais quand personne ne le fait, comment vous faites? Penser par soi-même, même quand personne ne le fait. Vous avez 4 heures et vous rendrez vos copies à la dame. Alors justement, est-ce que vous rendez vos copies, en utilisant, une plateforme, numérique et que tout le monde va pouvoir voir ce que vous faites? Bah oui, mettez vos commentaires, hein, sous la vidéo. On sera, ravis de lire vos commentaires et puis vos commentaires iront dans des data centers qui serviront peut-être un jour à faire de la contre-analyse. C'est parfait. En tout cas, bah, merci Natacha encore une fois, une très belle investigation, dans le monde de la manipulation mentale et Mmh. ouais, très, très intéressant et moi, j'aurais dit que c'était la troisième ligne qui est la plus grande. Figure-toi. C'est une chose assez amusante parce que moi je suis très marquée par ça. Étant donné qu'à l'intérieur de moi j'ai, des profondes sensations extrêmement désagréables quand je ne suis pas conforme au groupe. Et il m'est arrivé assez souvent de pas être conforme au groupe et notamment à l'adolescence où justement, tout le groupe disait une chose et moi j'étais très, très timide à l'époque et parfois je n'osais pas, mais parfois j'osais, j'osais dire non et je me sentais extrêmement mal à le faire. Mais j'ai une sorte de tension interne aussi par rapport à la liberté, en fait. Et c'est toujours une bascule pour moi de me conformer et de ne pas me conformer. Et on m'a souvent jugée, c'est pas moi qui me juge comme ça, mais on m'a souvent dit: «Natacha, tu es un électron libre et ça dérange». Et en fait, cette liberté-là dérange. Donc voilà, je m'adapte. Mais je sais pas pour toi, je sais pas pour vous les amimi, mais j'imagine que c'est pas si simple que ça de rester complètement, libre, d'exprimer, un petit peu, ce qu'on est, ce qu'on veut et en Mmh. se sentant Non, moi j'ai toujours été réac, hein, donc j'ai pas eu jamais eu de soucis, là-dessus, à ouais. partir du moment où en fait, c'est la comment dire? La formule magique, elle est simple. C'est à partir du moment où vous vous dites: «Le regard des autres, ça me passe par-dessus, ça m'atteint pas», après, beh, c'est ça le début de la liberté, en fait. Ouais, mais c'est difficile. Mmh. On est que des êtres sociaux. Par exemple, si, je vais dire une bêtise, hein, mais, si tu as trop chaud, Antoine, et que tu as envie de te balader, dans le plus simple appareil, dans ta ville, À tu sais que à Walpé, c'est ça que tu es en train de dire? hein? À Walpé? À Walpé. Mmh. Beh, tu le feras pas. Tous pour 2 raisons. La première, c'est que tu peux te faire arrêter Mmh. et la deuxième, c'est que tu te sentiras très, très mal. J'ai vécu en Arabie Saoudite pendant plusieurs années, pour le métier de mon ex-mari et là-bas, on devait mettre une abaya et un voile et quand on ne
Quand on ne met pas le voile, quand on ne met pas l'abaya, on se sent vraiment à Walpé, parce que, c'est pas possible, en fait et donc moi, je me conformais à cette norme et je n'étais pas d'accord avec cette norme. Mais je me conformais, déjà parce que c'est pas mon pays, j'étais dans un autre pays dont je respectais la culture, même si je n'étais pas du tout d'accord et même si, en tant que femme, ça me dérangeait énormément de devoir me cacher, donc de devoir être, ne être un objet pour ne pas être un objet de désir d'autres de voilà, de leur culture là. Je devenais un objet qui se cache. C'était extrêmement désagréable, mais je me suis conformée. OK, eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Et effectivement, tu me demandais en préambule, avant l'enregistrement, si je connaissais l'expérience de 1000 grammes. Le nom, tu vois, je l'avais pas du tout retenu, mais oui, oui, forcément, l'expérience, je la connaissais bien. Mmh. Eh bien, on va passer sur, une autre expérience, celle du monde, éthérique, spirituel, les formes de conscience, qu'on appelle les égrégores. Pour toi, les égrégores, Natacha, ça représente quoi, un égrégore? Un égrégore, c'est pour moi c'est une forme, éthérique, d'un qui regroupe, une sorte de d'énergie, en fait, créée peut-être par un groupe, créée par, c'est des formes peut-être même pensées quelquefois. Mmh. En fait, c'est effectivement, c'est tout à fait ça un égrégore et d'ailleurs, c'est quasi obligatoirement créé par un groupe. On va le voir, hein, dans ce que je vais vous expliquer. On ne peut pas créer un égrégore tout seul. Voilà, c'est en fait, un égrégore, si je veux faire un parallèle avec, avec une centrale électrique, un égrégore finalement, c'est de l'énergie qui s'accumule et qui est envoyée par plein de petites personnes à droite à gauche qui sont branchées, toutes ensemble à une centrale, qui vont envoyer de l'énergie à cette centrale et l'égrégore va se former de l'accumulation de ces énergies qui sont des formes de pensée, la pensée créatrice, et va se former donc au sein de cette centrale pour ensuite être soit une entité, euh, parfois physique selon certaines personnes, en tout cas psychique, soit une espèce de conscience collective. Euh, mais voilà, un égrégore, c'est souvent rattaché à un lieu et, comment dire, il a pas de, on peut pas dire un égrégore, c'est quelque chose qui est bon ou qui est mauvais. C'est à la base un égrégore, c'est neutre et c'est l'origine de la forme pensée des personnes qui ont pensé à cet égrégore, qui en font une espèce d'objet pour le bien ou pour le mal, hein, si je veux être si je veux être très binaire sur la définition. Et donc du coup, ouais, voilà, c'est suite à cette émission que j'avais faite avec Marie Roca, où je me suis posé plein de questions sur les égrégores, où j'avais peut-être imaginé que son gardien du seuil, c'était un égrégore qu'elle avait créé, mais non, par rapport à mes recherches, du coup, c'est pas possible. Il faut vraiment être plusieurs pour pouvoir créer un égrégore. Donc dans son cas à elle, c'était peut-être plus effectivement un esprit ou comment dire, une entité liée à des éléments qui s'étaient installés chez elle. Euh, ouais, parce que les égrégores, parfois on pourrait les confondre avec des entités. Tu vois, c'est quoi la frontière entre un égrégore et une entité démoniaque? On pourrait confondre les deux. Alors en réalité, une entité démoniaque, c'est vraiment une entité qui est propre, euh, qui est autonome et qui pourrait être créé ou en tout cas invoqué par une seule personne, un grand magicien, un sorcier, ce que vous voulez. Alors que là encore, hein, au niveau des égrégores, il faut vraiment qu'il y ait une collectivité, une pensée collective qui soit là pour pouvoir former cette énergie qui va devenir un égrégore. Et on retrouve cette notion d'égrégore
dans à peu près toutes les cultures, hein. J'ai été parcourir toutes les cultures et ben, j'ai retrouvé des traces de cela, mais définies de façon un peu différente. Alors, nous, notre culture occidentale, on a plutôt une définition ésotérique qui pourrait venir effectivement d'Helena Blavatsky et de la théosophie, euh, et qui définit les égrégores, voilà, comme je viens de le faire, comme une forme une entité, une forme de pensée, euh, une forme de conscience collective. Si on va du côté des autres continents, par exemple dans l'hindouisme et le bouddhisme, là les égrégores seront plus sous forme de divinité. C'est tel que les devas et les asuras. Donc les devas, ce sont des êtres célestes, tandis que les asuras sont souvent associés à des forces négatives ou démoniaques. Mais on va associer finalement les égrégores un peu au panthéon hindouiste ou bouddhiste. D'ailleurs, pour pouvoir créer ces égrégores, là aussi, je vous expliquerai un petit peu la méthode, mais bien dans ces pays, on va utiliser des mantras. Alors Donc, attention, quand tu donnes une méthode pour faire quelque chose dans l'invisible, tu deviens responsable de ça, hein. mais bien sûr, Fais gaffe. mais tout à fait, et de toute manière, vous en ferez ce que vous voudrez, parce que je ne suis pas responsable de ce que vous faites. Mais En train de te donner la méthode. mais je donnerai la méthode quand même, parce que la méthode, de toute manière, vous allez voir, on l'applique tous au quotidien, sans même s'en apercevoir, Madame Natacha. Et tu as raison. Donc, Mmh. bah déjà, tiens, donc je disais chez les hindouistes ou les bouddhistes, juste le fait d'utiliser des mantras, le fait de répéter un certain nombre de fois le même mot, eh bien, c'est une méthode pour charger un égrégore. Donc, il y a un mantra qui est très connu, c'est le Aum Namah Shivaya. Alors, Aum Namah Shivaya, ça signifie je m'incline devant Shiva. Shiva, dieu de la destruction chez les hindouistes. Alors, destruction, pas forcément négative, hein, ça peut être derrière la reconstruction pour devenir, pour évoluer. Bon, eh bien, c'est un mantra qui est très utilisé et ça donne quelque chose comme ça. Je l'ai dans l'oreille là. Vous l'entendez pas, mais je vais vous le chanter. Ça donne, elle se marre déjà. Ça donne Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Bon, vous voyez le truc? Et ça, vous le répétez 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Bien, forcément, à force de mettre votre pensée, votre intention dans ce mantra, eh bien, vous le chargez quelque part, un petit peu comme notre centrale électrique tout à l'heure. Et donc, vous en faites un égrégore. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser en préparant cette émission à un truc qui m'est arrivé il y a quelques années. On m'avait envoyé justement un mantra, je ne sais plus quel était l'objectif du mantra, je crois que c'était pour régler des conflits. Et il suffisait de l'écouter pendant une demi-heure. Et après, votre conflit, effectivement, se réglait. En soi, si ce mantra a été créé, a été chargé, a été envoyé à une autre personne qui l'a écouté, qui l'a chargé, qui a été envoyé à une autre... En fait, toutes les personnes qui ont écouté finalement ce mantra ont chargé ce mantra, ont constitué cet égrégore avec l'intention à laquelle il était associé, qui était là, entre autres, pour régler un conflit. Et bizarrement, ça marche après. Le conflit se règle. Je ne sais pas si ça marche avec tout le monde, mais là, pour le coup, ça m'avait un peu bluffé. Donc, si on va du côté maintenant des Amérindiens ou dans les cultures tribales,
Bien là, c'est les égrégores, on serait plutôt associé aux esprits animaux, aux totems. Si on va dans les cultures africaines, là, les égrégores seraient plus associés aux esprits des ancêtres. Mais parce qu'ils invoquent les esprits des ancêtres, et puis, eh bien, le fait voilà, de porter sa pensée sur un seul, avec une seule intention, sur un seul sujet, ben, c'est ça qui crée l'égrégore et puis qui recrée l'esprit de l'ancêtre. Donc, en définitive, Natacha, les égrégores sont créés par les pensées, les émotions et les croyances collectives d'un groupe de personnes. Donc, finalement, tout ce qui est regroupement religieux, regroupement culturel, regroupement des animis, tout cela, finalement, ça crée quelque part des égrégores. Il y a même d'ailleurs des sociétés secrètes, hein, comme les Rosicruciens, la Golden Dawn, même les francs-maçons qui auraient des rites pour pouvoir créer des égrégores. Figure-toi que j'ai interviewé hier un alchimiste, Patrick Bourenstenas, qui, heu, qui justement parlait de, la force de l'intention. En réalité, la pensée crée. Bah oui, dans le milieu alchimique, comme dans le milieu ésotérique, de toute manière, et puis je crois qu'on avait parlé la semaine dernière aussi, hein, que le verbe créer la matière, finalement, bah, on est dans ce principe-là. Et d'ailleurs, si je peux vous donner des petits exemples assez faciles comment dire, à tester, euh, si vous allez dans une manifestation de type carnaval, etc., quelque chose de très festif, Mmh. de suite, l'égrégore du lieu festif va vous envahir et puis, voire même, vous allez vous comporter peut-être de façon à laquelle vous n'avez pas l'habitude de vous retrouver au quotidien parce que vous êtes pris dans cet égrégore festif où tout le monde est joyeux, tout le monde s'aime bien. Bon, il y a peut-être l'alcool qui aide un peu, euh, Alcool et musique, ouais. mais voilà, c'est un égrégore positif. Quand vous allez dans un lieu de culte, bah, souvent vous vous sentez apaisé parce qu'il y a aussi une espèce d'égrégore qui est là et qui bien, représente un petit peu ce côté très calme, très protecteur d'un lieu de culte. Si vous allez visiter en voyage polaire les camps d'Auschwitz, là, vous allez sentir un autre type d'égrégore. Vous allez avoir une espèce de boule au ventre. Il y a quelque chose qui va vous attirer vers le bas. Donc, voilà, ces égrégores, finalement, euh, à la différence d'entités autonomes, sont vraiment plus liés soit à un collectif, soit à un lieu en particulier. Oui, notre alchimiste préféré, Patrick Bourenstenas, précise que les lieux, par exemple, les lieux dont tu as parlé, il y a certains lieux qui sont chargés de ce qu'il appelle le spiritus. Le spiritus, c'est ce qui décolle, la glu dans lequel nous, nous sommes, reliés, hem et et donc c'est pour ça que nous nous sentirions bien dans certains lieux qui seraient vraiment chargés en spiritus. Il n'a pas parlé d'égrégore pour ça, il dit qu'il y a certains lieux qui sont déjà naturellement chargés, des lieux sur lesquels ont été construits par la suite des lieux de culte. Et après, c'est pareil, on va voir euh, de parfois l'origine de l'égrégore, c'est un peu le principe de l'œuf ou la poule. Qui est à l'origine de quoi? Est-ce que c'est le lieu qui est à l'origine de l'égrégore? Est-ce que c'est l'égrégore qui est à l'origine du côté apaisant du lieu? Bon, là aussi, j'ai des exemples à vous donner. Euh, je suis revenu du coup sur nos égrégores occidentaux et j'ai été voir
du côté de la théosophie, ce que disait exactement Elena Petrovna Blavatsky il y a plus d'un siècle. Voilà, quel était un petit peu son concept de l'égrégore. Alors, pour elle, donc déjà, elle parle de plan de conscience. Euh, Souvent, Blavatsky a parlé de différents plans de conscience ou de réalité, allant donc du plan physique au plan spirituel. Et pour elle, les égrégores pourraient être des formes de conscience qui viendraient se positionner justement sur ces plans subtils ou astral. Euh, et à partir du moment où ces égrégores sont créés, après, elles doivent être maintenues, entretenues. C'est-à-dire qu'un égrégore qui pourrait être créé et si derrière il est oublié, l'égrégore va se désagréger. Euh, un petit peu comme l'égrégore des Jeux Olympiques à Paris l'année dernière. Donc ça a créé une espèce de méga égrégore qui serait d'ailleurs symbolisé un peu par cette vasque-là qui va dans le ciel, etc. Eh bien, on l'a vu à la fête de la musique, ils ont remis la vasque, ça a recréé encore une espèce d'engouement énorme, ça a ravivé l'égrégore des Jeux Olympiques, on va dire. Oui, voilà, donc ben, c'est pareil, Elena expliquait que les égrégores étaient, en tant que quantité collective, pouvaient être vus comme des formes de conscience, donc euh, qui guideraient ou influenceraient les groupes humains, en tout cas les personnes qui seraient associées à cet égrégore. Et pour elle aussi, les égrégores pourraient servir à l'évolution spirituelle de l'homme. Euh, et en effet, les égrégores en tant que quantité collective pourraient être utilisés pour faciliter cette évolution en guidant et en inspirant les groupes humains. Donc ça donnerait une espèce de rôle de guide à ces égrégores afin d'atteindre un but fixé en définitive par le groupe qui a créé les égrégores. Donc tout est lié, hein. Euh, Blavatsky parle de protection spirituelle et de guidance, ça je l'ai dit. Pour elle, la manipulation des énergies subtiles ou astrales est un autre aspect des enseignements qu'elle profère concernant les égrégores. En effet, les égrégores en tant que forme de conscience pourraient être utilisés pour manipuler ces énergies à des fins spécifiques. Donc peut-être créer des égrégores pour pouvoir atteindre un niveau, un plan particulier, pour pouvoir ensuite utiliser les égrégores sur ce plan sachant qu'on ne pourrait pas les utiliser directement. Donc là, on arrive dans quelque chose de très, très, très ésotérique et je pense que ça ne touche qu'un certain nombre d'initiés. Les égrégores pourraient être utilisés bien comme des canaux de guérison aussi. Ça s'est vu. Euh, Au final, donc en résumé, Natacha, par rapport à cette théorie d'Elena Blavatsky, finalement, à partir du moment où tu as un regroupement de personnes qui ont une idée collective, ils créent un égrégore. Donc, on doit être entouré d'égrégores partout. Toutes les religions génèrent des égrégores en définitive. Et je me suis posé la question, du coup, par rapport aux superstitions. Eh bien oui, par rapport aux superstitions. Si on te dit, ah non, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme superstition? Bah tiens, allez, si tu trouves un trèfle à 4 feuilles, ça va te porter bonheur. Mmh. Donc, on l'a tous entendu, on a tous cherché. Tu as cherché, toi aussi, enfant, même peut-être adulte, des trèfles à 4 feuilles. C'est intéressant que tu dises ça. Je te renvoie à la conférence que j'ai faite qui est sur ma chaîne, sur les personnes qui se pensent chanceuses et ce alors la conférence n'est pas là-dessus, c'est sur changer sa vie, mais il y a des études sur les personnes qui se considèrent chanceuses et d'autres qui se considèrent non chanceuses. Je vous renvoie à cette conférence, c'est sur ma chaîne, vous découvrirez plein de choses. Mm. Ah oui, parce que, si- en définitive, voilà, si on croit
en ce que cet objet du trèfle à quatre feuilles va te porter chance. Donc, on va y mettre un petit bout d'énergie à notre centrale. Et puis, tu as tous les Irlandais qui vont aussi y mettre un bout d'énergie. Et puis, tu as tous ceux qui croient dans le côté porte-bonheur du trèfle à quatre feuilles qui vont y mettre de l'énergie. Donc, finalement, euh, la conscience collective va influencer le mode de pensée des personnes qui vont se projeter en se mettant dans un certain état d'esprit qui, du coup, porté par l'égrégore, va apporter sûrement un peu plus de fortune qu'à ceux qui, comme tu le disais, pensent être complètement chat noir et ne jamais avoir de chance. Voilà. Et, et en fait, ces superstitions, elles peuvent être nourries par ce qu'on appelle un cycle de renforcement mutuel. Ah oui, parce que le fait de se dire, ah, il y a un chat qui traverse la route de droite à gauche, du coup, ça va me porter malheur. Bah, peut-être que ça porte malheur, j'en sais rien. Si tu y crois, tu génères l'égrégore qui fait que ça porte malheur. Alors du coup, comment s'est créé le premier égrégore? C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un gus à un moment donné qui a vu passer un chat de droite à gauche, et puis après il s'est pris un arbre sur la tête, et il s'est dit, ah mince, c'est parce qu'il y a le chat qui a traversé. Donc il a créé la première superstition, et ensuite elle a été entretenue parce qu'elle a été diffusée. Et en fait, à partir du moment où vous continuez à nourrir ces superstitions, eh bien, c'est ce qu'on appelle le renforcement mutuel. Donc, alors c'est compliqué du coup. Qu'est-ce qu'il faut croire? Alors, j'allais dire croire ou ne pas croire. Est-ce que finalement, il faut être superstitieux? Ou au contraire, ne pas l'être pour pouvoir rompre la superstition et faire et dissoudre l'égrégore dans les méandres du néant? Toi, tu pars sur l'idée qu'il y a un égrégore créé par, quelque chose qui a une puissance. Peut-être qu'il y a autre chose aussi et c'est intéressant de tout imaginer, mais, mmh, je reviens pour ces histoires de chanceux et malchanceux. En fait, l il se trouve que les chanceux, ont une vision plus importante, par exemple, que les malchanceux qui ont une vision plus focalisée et donc les chanceux vont pouvoir, avoir une attitude aussi qui est plus confiante, ils vont être plus sociables, ils vont plus se dire certaines choses, que les malchanceux, tu vois? Et il y a un tas de choses. Si toi, tu arrives, par exemple, que tu vois un billet, sur le sol, bah, tu vas dire: «Tiens, j'ai de la chance aujourd'hui», ça va te donner un peu plus confiance et puis tu vas aller voir, ton patron et puis ou alors, je sais pas, quelqu'un avec qui tu as envie de rentrer en relation. Tu vas lui dire, «Tiens, salut» et cetera. Tu seras plus avenant et ça te forcément, au bout d'un moment, ça te porte chance. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais à titre individuel, oui. Et à, à titre collectif, ça, ne, ça renforce ce côté-là. Je pense que les deux sont pas incompatibles. Euh, Et tiens, je vais te donner un exemple qui me plaît bien. On en avait déjà parlé, je crois, à un moment donné. C'est l'exemple de la danse de la pluie. Donc, dans certaines cultures populaires, euh, il est possible de faire pleuvoir en dansant et en créant une danse de la pluie qui effectivement ferait pleuvoir. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Bon, eh bien, la- dans la théorie des égrégores, c'est expliqué tout simplement par le fait, ben, justement, qu'un groupe euh, apporte de l'énergie psychique suffisamment importante pour créer un égrégore, pour comment dire, faire tomber la pluie. Et c'est cet égrégore qui, alors après on rentre dans des suppositions métaphysiques, hein, qui interférerait justement avec le climat local et ferait tomber la pluie. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est du grand n'importe quoi, c'est des superstitions, quoi. Et pourtant, ça marche, hein. Moi, j'avais eu le cas qui avait été cité par le chanteur Nino Ferrer. J'avais entendu la radio, ça m'avait bluffé.
qui expliquait qu'il vivait dans le Lot et que justement, il y a un été, c'était tellement pourri où il n'y avait pas une goutte d'eau, ils en pouvaient plus, et tous ses copains agriculteurs du coin en pouvaient plus. Donc ils ont fait une danse de la pluie et miracle, il a plu. Donc est-ce que finalement les égrégores génèrent des miracles? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant de gens qui vont à Lourdes, parce que quand ils vont à Lourdes, ils génèrent l'égrégore du lieu qui fait des miracles. Tu vois, tout est lié. Ce système ce principe d'égrégore, c'est vrai que c'est assez particulier parce que, en définitive, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ça existe vraiment? Si ça fonctionnait, pourquoi tout le monde, finalement, n'aurait pas la même pensée pour bien apporter la paix dans le monde, par exemple? Ben justement, c'est ça le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même pensée. Il y a, on va parler des prophéties, par exemple. Est-ce que les prophéties arrivent parce qu'il y a une voyante qui a vu que telle prophétie allait arriver, ou est-ce que la prophétie, elle est auto-réalisatrice? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une voyante qui a dit, ah, il va se réaliser ça, du coup, il y a beaucoup de personnes qui croient dans la prophétie, et le fait de croire dans la prophétie, ça génère l'égrégore qui va générer la prophétie. On va prendre la prophétie du 21 décembre 2012. Là, pour le coup, c'est quand même une prophétie qui a traversé un peu la tête du monde entier. Et d'ailleurs, le monde était partagé. Et c'est peut-être ça qui fait que ça nous a sauvés. C'est-à-dire qu'il y avait une partie du monde qui générait l'égrégore de c'est la fin du monde en 2012, et il y avait une autre partie du monde qui, au contraire, générait l'anti-égrégore, l'égrégore opposé au premier, qui disait non, non, il n'y aura pas la fin du monde en 2012. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de regroupements spirituels, etc., qui, pendant cette période de 2012, se regroupaient pour faire des prières communes pour la planète, etc. Tu en as entendu parler à l'époque, je suppose. J'ai pas beaucoup écouté ça. Je En, faisais en- pas partie de ces groupes. en tout cas, voilà, il y en a eu beaucoup qui ont, qui ont été, qui ont popé comme ça un peu partout dans le monde pour pouvoir justement sauver la planète et repousser l'égrégore qui allait provoquer cette fin du monde. De toute façon, je t'ai parlé du dossier que j'avais sur lequel j'avais travaillé, qui était le pouvoir de l'esprit sur la matière. Il y a des choses qui sont bluffantes. J'ai moi-même testé parce que j'aime bien comprendre, en fait, et j'aime bien tester. J'ai moi-même testé un truc et j'ai fini par comprendre que esprit et matière, c'est une seule et même chose. Simplement, la matière est un petit peu plus, dense et l'esprit plus subtil, mais c'est la même chose. Oui, c'est la même chose parce que l'esprit crée la matière, Parce finalement. qu'esprit et matière est la même chose. Bon, d'accord. Je regarderai ta conférence. Donc voilà, alors est-ce que les prophéties sont finalement auto-créées grâce aux égrégores? Là, on m'a apporté une prophétie à ma connaissance il n'y a pas très longtemps, une nouvelle qui concerne ben, le 14 juillet en France de cette année. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui a de très forts dons de médiumnité qui aurait vu qu'il allait se passer quelque chose de très important, voire gravissime. Donc voilà, le fait d'en parler, est-ce que du coup je vais générer cet égrégore dans vos têtes à tous? Ou est-ce qu'au contraire, ça va générer l'égrégore opposé? Bon, rendez-vous le 14 juillet pour en savoir un peu plus. Ouais, mais 14 juillet où? En France, je ne sais pas. Mmh. Paris, de toute manière, tout se passe à Paris. Mmh. Mmh. Alors du coup, Natacha, pour finir ce petit exposé sur les égrégores, euh, bah, je voulais te donner une méthode pour pouvoir créer un égrégore. Je vais même t'en proposer deux, quoi. Tu vas toi choisir soit l'une, soit l'autre. Tu vas me dire.
Est-ce que tu préférerais créer un égrégore qui protégerait ta maison ou un égrégore qui t'apporterait la bonne fortune? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et c'est quoi la bonne fortune? De C'est quoi le la fortune, l'argent? l'argent, la chance, voilà, la fortune, La chance, donc fortuna, ma maison, si j'ai du bol, ma maison sera protégée. peut-être. Bon, alors que j'ai du bol. Donc la bonne fortune. Ok. Donc, messieurs, mesdames, je vais vous apprendre à créer un égrégore qui attire la bonne fortune. Et comme l'a dit Natacha tout à l'heure, j'en ai la responsabilité, mais en fait, non. Moi, je vous explique comment ça se passe, et après, vous faites ce que vous voulez. Et je ne suis pas responsable de vos conneries. Voilà, Tu es c'est dit. responsable de leur donner le pouvoir de faire des conneries. Non, le pouvoir après de choisir. Voilà. Bah, d'un autre côté, c'est pas non plus un Black Sabbath là, que je vais expliquer, hein. Ah, c'est clair. C'est comment créer un égrégore. Peut-être vous avez bien compris que si vous êtes superstitieux, vous créez des égrégores, vous alimentez des égrégores. Donc déjà rien que ça, vous êtes responsable de vos trucs. Bon, Alors, alors, on va avoir tous de la chance et nous allons redonner cette chance à tout le monde. On va utiliser cette chance pour, le bien de l'humanité. ouais. Bon, alors là, c'est la fortune. Non, c'est pas Oui, non, on est plus sur la fortune, la prospérité financière, mais mmh, vous pouvez l'appliquer à la chance. De toute manière, c'est pareil. Parce qu'en définitive, l'égrégore pour protéger la maison, c'est la même chose, hein. Ils ont juste changé de trois mots. Alors, déjà, il va falloir clarifier l'intention. Et tu vas voir que tout ça, ça se rapproche vraiment de très très près de la loi d'attraction, en définitive, hein. Pour ceux qui mmh. connaissent un peu les principes des lois d'attraction, on est dedans, quoi. Donc, avant de commencer, il faut que tu clarifies ton intention. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois précise dans ta demande. Donc, ben, justement, tu vois, là, on n'a pas été très précis. Qu'est-ce qu'on entend par fortune? Voilà. Alors, soit tu demandes à ce que, ben, que tu obtiennes une prospérité financière ou une réussite professionnelle, des opportunités d'affaires, de l'abondance ou de la chance. En tout cas, il faut que tu verbalises clairement l'égrégore que tu vas vouloir créer et qui va t'aider après à t'apporter tout ça. Si tu as bien suivi, Natacha, on ne peut pas créer un égrégore tout seul. Mmh. C'est toujours un groupe. L'égrégore, il faut plein de petites sources d'énergie qui vont venir alimenter. Ah! Alors on lance un test. On Oui, lance un test. On va essayer un truc. oui. Parce que si ça marche, et ben, on le saura. Vu Alors, que alors oui, je vais aller tout à fait dans ton sens. On va créer l'égrégore qui va nous ouais, permettre de passer les 100 000 abonnés très bientôt. Alors moi, comme ça, tout le monde verra. tu à combien? Je suis à 23 000. 23 000, donc il te faut que tu donnes une date alors. Avant le 100 000 abonnés, avant Noël 100 000 abonnés avant Noël de quand? 2025. 100 000 abonnés avant Noël 2025. On fait un test. On Voilà. crée un égrégore pour 100 000 abonnés avant Noël 2025. 100 000 abonnés sur Miasme TV. Miasme TV, Eh ça ben oui, peut il être faut ma préciser. chaîne aussi, hein. Ah bah oui, mais du coup, il faut préciser, il faut faire les deux alors. Ah bah, faut tout préciser. Ah bah, Non, faut tout mais préciser. on Alors peut vas-y, être reformule l'intention. ah bah, non, c'est toi là. C'est Miasme TV. Ah Donc bah oui, tu mais si tu veux que ça marche aussi sur. D'accord. Donc on va créer un égrégore qui va apporter plus de 100 000 abonnés sur Miasme TV avant Noël 2025. Ça te va? Allez. Donc, il faut un groupe. Bah, ça tombe bien, on a plein de amis là. Donc, il faut rassembler le groupe. Donc là, ensemble ce soir, et puis on en reparlera après à chaque émission. Euh, il faut que donc vous soyez d'accord pour participer à la création de cet égrégore. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je vous invite à
quitter l'émission maintenant. Et puis, vous revenez bien sûr la semaine prochaine, parce que là, on va créer les Grégor de groupe. C'est bon, tout le monde est là? Allez, on va choisir un symbole ou un objet. Parce que donc, dans la création des Grégor, c'est bien de pouvoir faire porter le, comment dire, cette création, cette représentation des Grégor par un objet. Donc, dans le cas de la fortune, ça pourrait être une pièce de monnaie, tu vois, un peu au premier sou de l'oncle Picsou, qui était son premier dollar. Donc voilà. Bon, mais là, je sais pas, bon, on va Avec la prendre. quatre-feuilles, qu'on a vue tout à l'heure. Bah oui, mais ça représente pas la chaîne. Là, il faut qu'on représente Ah la la chaîne. chaîne. Ça sera le logo de la chaîne, tout simplement. Ah bah, il est comment ton logo? Ça fait 1 an que tu es avec moi, Natacha. Tu connais pas le logo de la chaîne? Il est en haut à droite, là, les amis. Regardez-le bien. Bon, Natacha ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas encore incrusté au montage. C'est un En même M comme temps, ça. c'est un M. Ah oui, oui, si, si, ouais, ouais, OK. Si, je vois là, ça y est. Bon, voilà. Donc là, les amis, donc focalisez sur le logo qui est en haut à droite, comme ça vous l'aurez bien, bien en tête. Donc ensuite, idéalement, il faut créer un hôtel ou un espace sacré quand vous faites ça chez vous avec vos amis. Donc cet espace servira de point focal pour les méditations collectives. Voilà, donc vous pouvez décorer l'hôtel avec des bougies, des cristaux, de la pyrite, du quartz, et des images et des objets symbolisant la richesse et l'abondance. Alors, si clairement tous les amis là, vous prenez un screenshot de notre tête à tous les deux avec Natacha, et vous le mettez devant votre cheminée, puis tous les matins vous passez devant notre tête en disant il faut que la bonne fortune atteigne Miasme TV, vous pouvez. On vous y autorise exceptionnellement à prendre nos têtes en photo. Sans bigoudi. Voilà. Ensuite, il faut faire le rituel d'initialisation. Donc, eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. C'est organiser le rituel pour marquer le début de la création de l'égrégore. Et ce rituel pourrait inclure des prières, des affirmations, des chants, des méditations, comme je l'ai chanté tout à l'heure, la ah, je ne l'ai plus. Om miasm, om mia Parfait, vas-y. avec moi? Om Aum miasme, aum miasme. Bien, miasm. c'est bien. Voilà, on l'a. On va créer une secte. Tout l'opposé de ce que je veux faire. C'est exactement ça. Dire: «Attention, réveillez votre esprit» et là, om miasm. C'est une catastrophe. Alors, eh bien, il faut ensuite entretenir l'égrégore. C'est-à-dire que si on le fait que ce soir, ça ne marchera pas. Donc, c'est-à-dire que maintenant, à chaque émission, Om on vous miasm. rappellera de faire un Aum miasme, voilà, en fin d'émission, pour pouvoir, parce qu'en fin d'émission, vous êtes tous bien motivés, là, vous êtes tous bien focalisés sur Miasme TV. Donc, On ne peut plus inviter personne avec tes conneries. donc voilà, il faut l'alimenter, cet égrégore. Un égrégore, ça a besoin d'être finalement aimé, pensé positivement, ne pas être oublié. Ça me fait penser d'ailleurs à des. Il y a eu un dessin animé comme ça qui est sorti il n'y a pas très longtemps où c'était des toons comme ça, ou des personnages féeriques qui étaient oubliés, donc qui commençaient à disparaître dans les terres. Et il y avait une enfant qui était là pour pouvoir. Bah, c'était un peu l'histoire sans fin en fait. Bah oui, je suis en train de dire, réfléchir, mais l'histoire sans fin, c'était ça. Il fallait que Aeyu puisse raviver la. Ah, pas vu l'histoire sans fin? Je sais plus. Je Oh, crois que si. l'histoire sans fin sur le dragon volant et tout et tout. Je sais plus, je sais plus. Hmm. Bonnie Tyler qui fait la chanson.
Non? D'accord. OK, bon, bah, écoutez, C'est possible, hein, mais moi je non, mais regrette. c'est pas grave, allez, on se refocalise sur miasme. Ah, au miel. Après il y a des Voilà. offrandes, donc moi j'ai mon régime de bananes, les offrandes. Alors oui, vous pouvez oui, ou alors si vous voulez faire des offrandes, je vous enverrai mon compte PayPal et et là, on tombe vraiment dans la dans la secte à fond. C'est grave. Et puis, eh bien voilà, eh bien si cet égrégore, vous l'avez vraiment pensé avec tout votre cœur, toute votre intention, si vous avez mis toute votre énergie, psycho-spirituelle dans la création de cet égrégore, eh bien, il va y avoir un égrégore qui va habiter la chaîne, là, qui sera juste, au-dessus de mon épaule. Mmh mh. Et de la même façon, eh bien, vous pouvez faire ça chez vous si vous voulez créer des égrégores, donc pour protéger votre maison, vous apporter la bonne fortune, et cetera, et cetera. Tentons l'expérience, nous sommes des scientifiques, Natacha. Tentons l'expérience, Antoine. Très bien. Bon, bien voilà, Natacha, On y va. namasté. En miasme, s'il te plaît. Ah, pardon, À 3. à 3. 1, 2, 3. Om. Yas, Yas. T'es pas sérieuse, t'arrives pas à tenir ton sérieux 2 secondes. Tu vas me le foirer, mon égrégore. À cause de moi. Eh, petit pépère, on commence. Mmh, vas-y, je t'écoute. Om miasme. Om miasme. Avec moi. Om. Yas. C'est trop beau. Et demain, on est en première page de la Midi-Luve. C'est C'est clair. oui. On va faire débarquer des mecs et qu'est-ce que vous faites? Mmh. Bon, eh ben, écoute, moi j'ai dit Midi-Luve, c'est Mivilude. Mais bon, j'étais pas loin, j'étais pas sûr, hein. J'ai été vérifié, À la piscine. c'est ça. Bon, voilà, bah, écoutez, tu remontes ton téléphone, Natacha? Parce que tout à l'heure, on l'a vu, hein, voilà, 23h42, vous voyez à quelle heure on enregistre? Tu Mmh. vois, ça là? Tes yeux? Ouais, c'est mon fils et Ouais, moi. beau, Ouais, c'est beau? d'accord. Bah oui, c'est quoi, c'est bizarre, surtout s'il a les yeux rouges, ton fils, mais Il a pas les yeux rouges, il a les yeux, marrons et en fait, alors c'est très drôle parce qu'il a les yeux qui sont un peu en forme de tu vois, tout petits comme ça et donc pour, prendre, des photos d'iris, il faut vraiment avoir les yeux grands ouverts et lui, j'étais obligée de faire comme ça et j'y arrivais pas parce que ça fonctionnait pas. Il a vraiment les petits trucs comme ça là. Enfin bref, voilà. Et un peu comme toi, là, tu tes petits yeux fatigués, là, 23h48, ouais. j'ai des petits yeux fatigués, ouais, je suis vraiment fatiguée. Bah, attends, à 23h43 on finit, Ouais, ouais, c'est non mais là c'est de notre c'est de notre faute. On a bon, commencé ça, voilà. bon, À voilà ce les amis, voilà les amis. voilà, les amis. Voilà les amis. Eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Hein, on passe de 2 sujets qui sont en grand écart, hein, mais c'était sympa. On se retrouve, Si grand écart que ça. Si tu réfléchis bien, entre ton sujet, le mien, c'est sur la soumission et le fait que nous donnions notre pouvoir et notre soumission à, des systèmes à l'intérieur pour aller rechercher des informations, donner, utiliser des systèmes de navigation, enfin et cetera, donc collecte des données, donc c'est de la soumission. Et le tien qui est créer un égrégore le pour, retrouver finalement notre pouvoir dans l'invisible. Si tous ensemble nous sommes, là-dessus et que nous croyons des choses et que nous inventions et que nous recherchions et que nous donnons notre pouvoir,
Nous créons peut-être un égrégore, c'est pas si, opposé, hein. Tout est lié. Yes. Tout est lié et du coup, on va se délier pour pouvoir se retrouver la semaine prochaine parce que nous arrivons à la fin de cette très très grande émission. Surtout que là, vous ne le savez pas, mais il y a un gros bêtisier qui arrive derrière parce que il y a eu il y a eu des choses dites sur les bigoudens, fallait pas. Allez, bisous à tous, au miasme et à la semaine prochaine. Eh ben, omnias matus. Et Et moi, j'ai oublié de mettre, mon spot de lumière. Je trouvais que mon image était un peu sombre. ah, tu veux le rajouter ou c'est trop tard? Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Qu'est-ce que tu en Trop tard? penses? Bon, Mmh, bon, on arrive à la fin là, donc ouais, mince. Je trouvais que l'image était sombre aussi. Je me disais: «Oh là là». Tu trouvais pas que l'image était sombre, toi? ouais, non, j'ai pas fait gaffe, je t'avoue. Mmh. Tu es tellement rayonnante au naturel que On va dire ça. Ou lui dire si son ex regardait toujours les mêmes vidéos que lui sur YouVid, la parole d'Oblivis, Corp, hein. La parole oh, je suis fatiguée moi. Je reprends. Je suis allée à Paris. Alors, pour ceux qui habitent à Paris, vraiment, j'ai énormément de compassion pour vous. Beaucoup, 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 beaucoup. Ils roulent comme des dingues. Ils sont dans la fumée. Il y a des gens partout. Et je suis désolée que vous viviez ça, franchement. Et il y a donc un motard qui, vous voyez, les motos qui passent entre les voitures, bah, il y en a eu un qui a eu la bonne idée de cogner ma voiture. Donc voilà, donc j'ai accident, merci, sympa. Donc s'il se reconnaît, il vienne me voir, hein, qui t'appelle, ouais, parce que moi, pour faire le constat. j'ai un peu une franchise grâce à lui. Donc ouais, voilà. Mais vraiment désolée pour vous, hein, ceux qui vivez, dans ces conditions-là. Pas Ouais, facile. bon, on sent bien la provinciale qui parle quand même, hein. Bon, je suis pas parisien, hein, mais Oh, n'emploie pas ce mot. Oh, 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 tu vas mourir. Tu dis ça à une bretonne provinciale. Bon, cher Antoine, oui, province n'existe oui. pas, Ah, d'accord? Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'il n'y a pas une ville et le reste du monde en France non. Il s'appelle y a, province. il y Et a la province Bretagne, vient de provincia, qui veut dire pays conquis. Donc d'accord. moi, bretonne, qui ai beaucoup de mal à me dire que Anne de Bretagne a cédé dans sa dot la Bretagne au roi de France. J'ai déjà de base beaucoup de mal à faire ça, qui ai beaucoup de mal à me dire que Nantes ne fait plus de la partie de la Bretagne parce que Nantes et Rennes étaient 2 grandes villes
et que du coup, on nous a piqué Nantes, pour faire un autre, coin, de la Loire, Atlantique. Tu viens de dire que la France, la province, c'est quoi en fait, Non, non, province? non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait la Bretagne et que Paris était la province de la Bretagne. T'as mal compris. Oui, Mais oui, mais bien ah je sûr. suis, Très chère présidente. ah oui, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours heurtée depuis toute petite, hein, et je n'en discutais pas, j'en discutais avec personne, mais j'entendais, des journalistes dire: «En province», et moi, petite, je me disais: «C'est où ça? Province, c'est quoi?» Moi, je connais des villes, je connais des régions, je connais des cultures, je connais des langues. Chez moi, c'est une langue, c'est le breton. Ça n'a rien à voir avec, un autre, langage. C'est une langue. Voilà, c'est Hum, pas du patois. Alors en même hum, temps, le patois, ça veut dire pas toi, hum. pour que les autres. D'ailleurs, il y a un Zamimi qui a réagi la semaine dernière au bigoudi et qui te voyait plutôt bigoudaine. Mais c'est. Je suis pas bigoudaine. Les bigoudaines, c'est bah, oui, parce que nous, en Bretagne, on a des coiffes, liées à l'endroit où on est, et les coiffes de chez moi, moi, à côté de chez moi, il y avait une dame qui était bon, elle est décédée aujourd'hui, mais elle avait son, costume donc de séné. Nous sommes les Synagos, nous, ici, et c'est pas du tout les bigoudaines, donc c'est un petit carré là, comme ça, avec une robe noire et avec un non, nous avons, nos costumes, très locaux, en fait. Donc non, je suis pas bigoudaine. Bigoudaine, c'est plus dans le nord. Ouais, c'est pas les mêmes. Faut pas dire n'importe quoi, les amis. Oui, je ne peux pas me conformer, c'est pas possible. Déjà, je suis bretonne, donc je C'est ça. Allez, donc tout ça, ça passera dans le bêtisier parce que sinon, on va faire une émission sur la Bretagne, mais juste pour Natacha. c'est vrai que Promis. j'aime beaucoup mon coin, c'est vrai. Mais par contre, les amimi, pitié, arrêtez de faire la danse de la pluie pour la Bretagne! Bah oui, ça. Tu vois que ça marche. Allez, on reprend. Euh, allez. Oh mais je te jure, terrible. Oh Qu'est-ce merde, que je te fais pas faire? c'est moi qui ai créé ce truc en plus. Oui, en plus, c'est ça. Là, le omniasme, c'est toi, hein. C'est beau, hein? On va le ressortir à toutes les émissions. Mais honnêtement, on peut plus inviter personne parce que là, on va être là: «Oh miasme tous».